Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique des romans historiques. Sous ma dernière vidéo, qui était donc un vlog lecture, une abonnée a écrit un petit commentaire disant « Coucou, merci pour ce vlog, pourrais-tu nous recommander tes meilleures fictions historiques ?» J'avoue, je suis assez tentée par ce genre. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que j'en ai lu pas mal et c'est clairement l'occasion de vous faire une sorte de petite vidéo résumée des fictions historiques que j'ai le plus aimé. Donc pour cela, j'ai partagé mes recommandations en plusieurs catégories, donc notamment par rapport à l'époque. Donc on va partir de l'Antiquité pour arriver à notre époque contemporaine. J'ai choisi 15 livres et un peu plus, j'ai un petit peu triché mais vous allez voir. Donc il y a des livres que j'ai avec moi au format papier, il y a des livres que je n'ai pas avec moi parce qu'ils sont chez mes parents et d'autres que j'ai prêtés. Donc en fonction, je vais essayer de faire en sorte de vous proposer tout ça de façon ludique et de façon visuelle surtout. Aussi, je préfère m'excuser d'avance. Il faut savoir qu'il y a des livres que j'ai lus il y a très longtemps, donc je ne saurais peut-être pas vous faire des résumés personnels de tout. Et il y a peut-être des fois où je vous lirai les résumés plutôt pour vous parler des différents romans parce que c'est pas assez frais dans ma tête. Il y a des choses que j'ai lues il y a 5-6 ans. Je ne saurais pas faire quelque chose de très conclusif comme résumé. Donc j'ai sur ma tablette une petite liste des livres dont je vais vous parler, que je n'ai pas mis dans le bon ordre bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle, mais je vais essayer de ne pas en oublier. Donc nous allons commencer par l'unique fiction historique que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui et qui se passe dans l'Antiquité. Alors il faut savoir que je lis beaucoup de réécriture de mythologie, que ce soit la mythologie grecque en grande partie, mais aussi j'ai lu quelques livres sur la mythologie nordique et un livre sur la mythologie mésopotamienne, mais je ne les ai pas inclus à cette vidéo. Si ça vous intéresse, je peux faire une autre vidéo plutôt orientée sur la mythologie, mais sinon ça aurait fait trop de livres à vous présenter. Donc le seul livre concernant l'Antiquité que je vais vous proposer aujourd'hui, il s'agit de The Wolf Den de Elodie Harper, qui a été traduit en français. C'est un livre qui se passe à Pompéi, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. On suit Amara qui va être vendue par sa mère dans un bordel à Pompéi et qui donc va faire son possible pour s'en sortir. C'est une trilogie, je n'ai lu que le premier tome, mais ça se lit très vite. C'est... Attention au trigger warning, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était un très bon récit qui mettait vraiment en avant des femmes de tout horizon, fortes et vraiment avec un background historique pertinent. J'ai lu peu de livres qui se passaient à l'Antiquité à Pompéi et celui-ci vraiment je le recommande. Encore une fois, attention au trigger warning, nécessairement ça se passe dans un bordel donc tous les trigger warnings associés vont être présents dans une époque qui n'est même pas du tout sympathique avec les figures féminines. Donc une recommandation si vous n'êtes pas sensible à toutes ces thématiques. Donc là on va faire un saut dans le temps puisqu'on va partir directement au Moyen-Âge, à l'époque des Templiers et même à l'époque de la fin des Templiers, où je vais vous recommander une duologie d'une de mes autrices de romans historiques favorites. Il s'agit de Mireille Calmel. Et donc là, je voulais vous parler de La fille des Templiers, que j'ai lu aussi il y a un petit temps, mais que j'avais grandement apprécié. Donc on commence avec le dernier maître de l'ordre du Temple, donc Jacques de Molay, qui va être brûlé en place publique. Et quelques années plus tard, une jeune paysanne qui s'appelle Flore Dupin va être pourchassée par des soldats. Elle va être mise à l'abri, si je ne dis pas de bêtises, par un homme. Je me souviens plus de son prénom. Mais on va chercher à savoir du coup ce qui s'est passé et quel est le lien entre cette jeune paysanne et l'ordre des Templiers. J'avais beaucoup aimé. Ensuite, on part maintenant dans les années 1500, donc à l'époque moderne, avec une recommandation de bande dessinée. Donc c'est une adaptation d'un roman très connu que j'ai d'ailleurs lu quand j'étais au lycée, si je dis pas de bêtises, et qui m'a procuré cet amour et cette envie de découvrir les classiques, et notamment les romans historiques. Il s'agit donc de La Princesse de Clèves, qui a été réadaptée en BD par Claire Bouillac. Et donc la Princesse de Clèves va se retrouver donc à la cour du roi de France, c'est Louis XIV si je ne dis pas de bêtises à cette époque-là, et qui va découvrir un petit peu toutes les intrigues et les passions de la cour. J'avais beaucoup aimé le roman et j'ai relu récemment cette bande dessinée que j'ai absolument adorée. Vraiment La Princesse de Clèves, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais elle a vraiment une saveur et une nostalgie particulière pour moi et c'est vraiment un roman que j'adore et une histoire que j'aime beaucoup. Et je trouve que dans les classiques, il y a des classiques comme ça qui méritent vraiment d'être mis en avant et d'être lus. Faut pas avoir peur des classiques vraiment. Et cette histoire-là, elle est géniale. Donc au moins, si le roman vous tente pas trop, je vous recommande chaudement cette BD.
L'époque moderne, je pense que c'est l'époque où j'ai le plus de recommandations à vous faire, avec l'époque contemporaine, bien évidemment. Je vais enchaîner avec... On va continuer dans les classiques, comme ça ce sera fait. Donc je vais enchaîner avec Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui est la première... Non, c'est faux, j'allais dire la première brique que j'ai lue en classique, mais non, vous allez voir juste après, parce que je vais vous recommander un livre, je pense que vous allez me détester. Mais vraiment, je pense qu'il faut qu'il soit lu. Je pense que ce n'est plus nécessaire de présenter les Trois Mousquetaires, mais on va suivre D'Artagnan qui va partir à la capitale afin de devenir l'un des mousquetaires du roi, et vont s'en suivre plusieurs épopées. C'est chevaleresque, il y a de la romance, il y a de l'action, c'est drôle, vraiment. Les Trois Mousquetaires, c'est... ouais, c'est mon roman préféré. Je vais pas être du tout objective sur la présentation de ce livre-là, mais lisez-le, ok, il est épais, je vous l'accorde. Vraiment... Il fait 1000 pages. Il fait 1000 pages. Vous êtes au courant en vous lançant. Mais ça passe super vite. Je vous assure que ça passe super vite. Ça fait partie des grosses briques de classiques qui se lisent toutes seules. Et il n'y en a pas 46 des comme ça. Celui-là, il a vraiment tout ce qu'on aime dans un livre. Et ça ne, à aucun moment, en le lisant, je me suis dit « c'est long, je saute un passage ». Ce qui a été le cas pour d'autres romans classiques, dont un que je vais vous présenter juste après. Mais là, vraiment, une sublime découverte avec les Trois Mousquetaires, et je ne le dirai jamais assez, je crois, lisez-le. Lisez-le, donnez de votre temps, je sais que c'est long, lisez-le s'il vous plaît. J'en profite pour faire 2 recommandations de romans / BD jeunesse, qui se situent un petit peu dans cette atmosphère des Trois Mousquetaires, parce que j'ai pas trop l'occasion de les recommander, et pourtant, c'est des séries que j'aime beaucoup. On a tout d'abord Les Espionnes du Roi de Christelle Châtel, qui est donc une série de romans illustrés pour enfants, donc jeunesse. Je sais pas trop à partir de quel âge est-ce qu'il le recommande. À mon avis, assez tôt, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'écrit en très gros, avec des illustrations que je trouve trop jolies, où on va donc suivre 3 jeunes filles qui vont être les espionnes du roi dans cette cour, dans cette époque de la France, donc au service de Louis XIII, de Louis XIII exactement, et qui vont avoir notamment dans ce premier tome pour mission de protéger donc le fils du roi, le futur Louis XIV. J'avais beaucoup aimé. Et pour les plus grands, je vais bien évidemment vous recommander une BD qui a bercé toute mon adolescence, ma préadolescence, on va dire toute la partie collège. Il s'agit de La Rose écarlate de Patricia Lee-Fung, qui est extraordinaire. Vraiment une BD. Pour vous dire, en tant qu'adulte, j'ai été racheter les tomes. Ça peut vous donner une idée pour pouvoir les relire. C'est vraiment trop bien. J'aime beaucoup. Je pense pouvoir dire de façon assez sereine que mon addiction pour les enemies to lovers et les romans d'aventure avec des personnages féminins ultra badass vient de cette BD là. Toujours dans cette époque moderne et avec une autrice que je vous ai déjà présentée, je vous recommande Les Lionnes de Venise de Mireille Calmel, qui est une duologie, encore une fois, que j'ai lue à une vitesse impressionnante. C'est les premiers romans que j'ai lus de cette autrice et j'avais adoré. Alors là, idem, ça remonte, je pense, à 2020-2021, ma lecture de ces 2 romans. Donc je vais peut-être vous lire un petit peu le résumé que j'ai trouvé, la 4e de couverture du livre. Quand désir et pouvoir côtoient le plus intrigant des mystères. Venise, Campo Santa Fosca, octobre 1627. Lucia, jeune et espiègle vénitienne, se retrouve au milieu des flammes qui dévastent la modeste imprimerie familiale. Sous ses yeux, son père est enlevé par 3 hommes armés. Qui donc se cache derrière ce crime? La veille, la magnifique Isabella Rosselli, la plus rouée des espionnes de la cité des Doges, est venue faire reproduire une étrange gravure. Lucia est décidée à percer cette énigme et à sauver son père. Dans une quête effrénée, elle s'immisce parmi les puissants, se mêle au bal des faux-semblants du carnaval, s'enfonce dans les arrière-cours des palais. Une Venise fascinante, oppressante, où le pouvoir se confond avec l'amour, où les étreintes succèdent aux duels et les baisers au complot. J'avais adoré. Toujours dans cette époque moderne, on retrouve La Maison au sortilège d'Emilia Hart, qui est un roman où l'on va suivre 3 femmes à 3 époques différentes, mais l'époque la plus ancienne est donc l'époque moderne, puisqu'on commence en 1619. C'est une lecture commune qu'on avait eue avec le club de lecture dans lequel je participe sur Toulouse, et donc La Maison au sortilège, c'est le destin de 3 femmes qui sont toutes de la même famille et qui ont une certaine aptitude avec tout ce qui est plantes, animaux et insectes.
On nous dit d'ailleurs 3 femmes extraordinaires séparées par 4 siècles qui puisent leur force dans le pouvoir de la nature. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, pour le côté un peu... pour le côté historique déjà, mais aussi pour le côté un peu female rage et femme badass dans des sociétés et dans des époques où on était très rapidement lynchés pour avoir des convictions, pour avoir des compétences et des habiletés. Et donc j'ai trouvé que c'était un livre super chouette. Emilia Harder qui vient de sortir un autre roman qui s'appelle Les Sirènes et que j'ai très hâte de découvrir. Donc je vous recommande celui-ci. Attention cependant, c'est un roman assez descriptif, donc il sera pas fait pour tout le monde, je pense. Et enfin, je ne pouvais pas parler de ces années sans mentionner mon dernier coup de cœur. I, Mona Lisa de Natasha Solomons, dont je vous ai déjà parlé dans le précédent vlog lecture, mais où on va donc suivre, idem, comme le Emilia Hart, sur plusieurs années, l'histoire du tableau Mona Lisa qui va donc nous parler à travers ce roman. Donc là, on a Mona Lisa qui, lors de sa création, prend vie et peut discuter avec les artistes qui ont vraiment un don exceptionnel. Donc ça va être Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Picasso, et qui au fil des années va nous décrire ce qu'elle voit de la société. Et j'ai trouvé que c'était un livre très pertinent, notamment tout d'abord par rapport à l'image de la société vue d'un point de vue féminin. Je pense qu'il faut quand même appuyer sur ce point-là, avec pas mal de choses de dénoncer, très pertinent sur notamment des personnages et des figures connues. J'ai trouvé que c'était descriptif, contemplatif, mais très fluide et très dynamique. Finalement, je me suis jamais ennuyée dans ce roman-là, donc vraiment, je recommande très chaudement ce roman-ci, qui n'a malheureusement pas encore été traduit. Je crois que c'est le seul depuis le début de cette vidéo qui n'est pas disponible en français. J'espère qu'il le sera un jour. J'ai aussi une autre BD à vous recommander qui se déroule lors du siècle des Lumières, début du XVIIIe siècle. Donc c'est une fiction historique inspirée d'un personnage réel. Il s'agit d'Angélique Ducoudray qui a révolutionné l'enseignement de son art, à savoir que cette femme était sage-femme. Et donc à une époque où on commence à interdire les femmes dans les chambres à coucher lors d'accouchements parce que finalement il y a eu une époque où on a estimé que les femmes ne savaient pas ce qui était bon pour les autres femmes et où on repoussait les femmes qui disaient avoir des connaissances parce qu'on les considérait comme presque des sorcières puisqu'elles avaient des connaissances. Donc on nous dit, jusqu'à cette époque, les morts en couche étaient monnaie courante. Afin de résoudre ce problème de santé publique, elle mit au point une méthode pédagogique, donc elle, Angélique Ducoudray, elle mit au point une méthode pédagogique innovante qui lui permit de former nombre de sages-femmes, mais aussi des chirurgiens aussi peu experts en obstétrique que les matrones aux pratiques superstitieuses. Donc c'est ce que je vous disais, à savoir que les femmes, et les sages-femmes en particulier, et Angélique Ducoudray en particulier, étaient mal vues parce qu'il y a eu un moment où on a décidé que c'était les hommes qui étaient le plus à même de faire accoucher les femmes, et où on interdisait aux femmes de venir faire en accoucher d'autres, et je trouve que cette BD reflète très bien cette image-là. J'ai oublié de rajouter qu'Angélique Ducoudray s'était battue donc pour que les sages-femmes soient reconnues et aient accès aux salles d'accouchement, mais aussi pour que les pratiques plutôt superstitieuses qui ont tendance à se passer dans les campagnes notamment cessent, parce elles étaient plus dangereuses souvent qu'autre chose. Donc c'est vraiment dans cette optique-là d'être acceptée et d'être reconnue en tant que femme scientifique et femme médecin, et aussi de réussir à apprendre aux autres et de transmettre sa connaissance de façon à éviter les morts en couche. Nous allons enfin passer à l'époque contemporaine avec, je ne sais plus combien est-ce qu'il y a de romans, je vais essayer de faire un petit peu plus vite parce que je traîne un petit peu. Non, je dis des bêtises, il me manque une recommandation pour le 19e siècle, donc pendant la période de Restauration. Est-ce que vous savez ce qui va venir ou pas? Je vous recommande Les Misérables de Victor Hugo. Alors, je me justifie. C'est deux parce que je l'avais en deux parties, deux pavasses que j'ai lues lorsque j'étais au lycée, de mon plein gré. C'est-à-dire que c'était pas une lecture obligatoire pour les cours, mais j'ai voulu découvrir l'intégrale. Et c'est une lecture, je pense, qui m'a changée. J'ai énormément aimé, mais à la différence des Trois Mousquetaires, il y a des passages que j'ai trouvés plus pertinents que d'autres. Il y a des moments de lecture que j'ai trouvés très longs, et en toute sincérité, il y a des passages que j'ai sautés. J'ai voulu lire l'œuvre complète, mais il y a certaines descriptions de bataille, j'avoue que quand ça durait un chapitre entier,
je suis passée un peu en diagonale. Mais ça reste une lecture que je recommande parce que je trouve qu'elle est très importante de par la période historique décrite, de par la société et le peuple et la façon dont le peuple était traité, qui je trouvais pertinente de lire, de découvrir, et que vraiment sur ce livre-là, Victor Hugo a fait un sacré travail d'observation. Et je trouve que voilà, c'est un livre qu'il faut lire. Alors peut-être la version abrégée, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un classique à découvrir. Il n'y en a pas 46 des classiques que je recommande vraiment chaudement, mais Les Misérables, je pense que c'est nécessaire. Maintenant, je peux passer à l'époque contemporaine, donc avec quelques romans encore à vous présenter. Je vais aller assez vite sur ceci parce que le temps tourne et que, accessoirement, j'ai une copine qui arrive dans 15 minutes. Je vais commencer par vous proposer un manga, donc qui s'appelle Les Amants Sacrifiés, qui est en 2 tomes et qui m'a été offert par ma copine Lauralie. On nous dit donc, en 4e de couverture, trahir son pays ou protéger son mari, le destin d'une japonaise hors norme. Pardon, je recommence. On nous dit donc en 4e de couverture, trahir son pays ou protéger son mari, le destin d'une japonaise hors norme prise dans les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu que le 1er tome, je l'avoue, mais il faut absolument que je me procure le second parce que j'ai trouvé le côté psychologique très pertinent. Je n'ai pas besoin de justifier plus que ce qui est dit là en en-tête. Je pense que ça se suffit à soi-même, mais on est dans les années 40 du coup au Japon lors de la Seconde Guerre mondiale et une jeune femme va découvrir certaines choses sur son mari et elle va devoir faire le choix entre le dénoncer ou le protéger. Si on continue sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai 2 autres romans à vous recommander. Donc ce sont 2 romans que je n'ai pas avec moi parce que ma période... J'ai lu beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, mais surtout plus jeune. Plutôt fin lycée, début études supérieures, et donc ces romans-là sont chez mes parents, donc je les ai pas avec moi. Tout d'abord, je voulais vous recommander Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Je suis en train de chercher du coup le résumé pour vous présenter rapidement les grandes lignes. On nous dit Allemagne 1944, malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmitt. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël où vient toquer à sa porte un petit garçon juif échappé des camps. J'avais beaucoup aimé ce roman-là à l'époque. Je pense que c'est celui que je recommande le plus avec celui que je vais vous recommander juste maintenant. Donc l'autre livre que je voulais vous recommander sur la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Alors c'est un livre que j'ai lu idem il y a un petit moment, mais dont je garde une scène très vive dans ma tête. C'est une scène qui m'a, je pense, un peu traumatisée en tant que lectrice. Je sais que ça a été adapté en film, je pense que ça doit être pareil. Donc bon, encore une fois, ça va parler de guerre, donc dans tous les cas, attention au trigger warning, mais il y a des scènes assez intenses, assez fortes, nécessairement. Et c'est un livre donc, qui a marqué mon parcours de lectrice. De la même façon que, et j'en profite pour en parler aussi maintenant, même s'il n'était pas prévu dans cette vidéo, mais de la même façon que Le Tatoueur d'Auschwitz. Donc qui est aussi un roman que je conseille sur la Seconde Guerre mondiale. D'un point de vue très inédit et différent, entre guillemets, en tout cas en comparaison avec les 2 romans précédents dont je viens de vous parler, pardon. Je pourrais encore faire beaucoup de recommandations sur cette période-là, mais je vais m'arrêter là. Toujours est-il que, si je devais quand même peut-être vous présenter le résumé de Elle s'appelait Sarah, on nous dit Paris, juillet 1942, Sarah, une fillette de 10 ans qui porte l'étoile jaune, est arrêtée avec ses parents par la police française au milieu de la nuit. Paniquée, elle met son petit frère à l'abri en lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Paris, mai 2002, Julia Jarmon, une journaliste américaine mariée à un Français, doit couvrir la commémoration de la rafle du Veldiv. 60 ans après, son chemin va croiser celui de Sarah et sa vie va changer à jamais. Elle s'appelait Sarah, c'est l'histoire de 2 familles qui lient un terrible secret. C'est aussi l'évocation d'une des pages les plus sombres de l'occupation. Je n'en dis pas plus. Toujours dans cette atmosphère un petit peu sombre de guerre, j'ai un roman à vous conseiller que j'ai très peu vu passer depuis que je l'ai lu, et je comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment un roman qui m'a marqué. Donc il s'agit de Le chant, le général et la corneille de Nino Arati-Willi. Je suis désolée si j'écorche le nom. C'est un roman que j'ai lu il y a aussi 4 ans, je pense, bien 4 ans. Comme l'indique le titre, on va suivre 3 personnages différents. Une jeune comédienne géorgienne exilée à Berlin, un oligarque russe sans foi ni loi et un homme rongé par le deuil et la culpabilité. Donc qui est un journaliste allemand. Et j'ai trouvé ce livre très percutant. Je me souviens beaucoup de mes émotions de lecture pour celui-ci. Et notamment de la fin où je me suis dit « Waouh !» Donc vraiment un très bon roman, je ne vais pas trop vous en dire parce que j'ai adoré découvrir ces personnages au fur et à mesure, un petit peu leur histoire, et je veux pas trop en dire, voilà. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Je finis donc avec
3 derniers romans que je voulais vous présenter, 2 romans d'une même autrice. Tout d'abord, nous avons Sublime Royaume de Yaa Gyasi, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Donc là, dans Sublime Royaume, on va suivre Gifty, qui est une américaine d'origine ghanéenne, et une jeune chercheuse en neurologie qui consacre sa vie à ses souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa mère, très croyante, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et reste enfermée dans sa chambre. J'ai trouvé que c'était un très bon roman, qui aborde plein de thématiques différentes. J'avais mis des post-it. Non, j'ai corné les pages. Oups. Qui va notamment... en fait, j'allais vous résumer, mais en fait, c'est super bien expliqué derrière. On nous dit « Sublime Royaume raconte les difficultés d'avoir une peau noire en Amérique et le choc des générations au sein d'une famille issue de l'immigration. » J'avais beaucoup aimé. Très percutant, très poignant. Je me souviens que je l'ai lu quand j'étais partie en voyage en Slovaquie. Je peux pas vous dire pourquoi est-ce que c'est resté en tête, mais je sais que j'étais toute seule dans ma chambre d'hôtel. De la même façon, c'est le second roman que je lisais de cette autrice. Le premier que j'ai lu, c'était No Home ou Homegoing, je crois que c'est en anglais, qui m'a marqué. Énormément marqué. Alors attendez, je vous cherche le résumé parce que celui-là il est chez mes parents. 18e siècle, au temps de la traite des esclaves ghanéennes, Effia et Essie sont demi-sœurs mais ne se connaissent pas. La sublime Effia est mariée de force à un Anglais, le capitaine du fort de Cape Coast, je pense qu'on dit. Dans les cachots de ce fort sont enfermés les futurs esclaves, parmi eux Essie. Elle sera expédiée en Amérique, ses enfants et petits-enfants seront continuellement jugés sur la couleur de leur peau. La descendance d'Effia, métissée et éduquée, perpétuera le commerce triangulaire familial et devra survivre dans un pays meurtri pour des générations. Yaa Gyasi nous conte le destin d'une famille à l'arbre généalogique brisé par la cruauté des hommes, un voyage dans le temps inoubliable. Et en effet, c'est un roman qui m'a marqué et que je souhaite relire parce que je me rends compte, quand je lis le résumé, qu'il me manque des éléments. J'ai la trame principale de l'histoire, j'ai la construction du livre, j'ai les éléments principaux, mais il me manque tous les petits détails qui ont fait que cette lecture, je pense, est restée marquée et m'a marquée. Donc à relire et je vous recommande Yaa Gyasi de façon générale. Et enfin, la dernière fiction historique que je voulais vous présenter, il s'agit de Jacaranda de Gaël Faye. Gaël Faye, c'est l'auteur de Petit Pays, qu'on m'a chaudement recommandé et que je n'ai toujours pas lu. Par contre, j'ai lu Jacaranda qui va donc traiter du génocide rwandais, parce que Gaël Faye est franco-rwandais. Donc c'est une fiction historique, comme tout ce que je vous ai présenté, basée sur des faits réels, qui m'a fait réaliser qu'en fait, je ne m'étais pas suffisamment renseignée sur tout ce qui se passe au Rwanda. Donc il faut vraiment que je me renseigne plus sur cette thématique, que je me documente. Ça va passer par des films, ça va passer par des documentaires surtout, ça va passer par des romans. Et voilà, c'est un roman qui m'a marqué, je l'ai trouvé très bien écrit, ça se lit très bien, très vite. Et je l'ai trouvé très juste dans sa narration. Je parle de Gaël Faye. Et pour vous donner un petit peu l'idée du parti pris dans ce livre, on nous dit quel secret cache l'ombre du jacaranda, l'arbre fétiche de Stella. Il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir. Des années pour percer le silence du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsis. En rendant leurs paroles aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Sur 4 générations, avec sa douceur unique, Gaël Faye nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui cessait malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l'humanité, paradoxale, aimante, vivante. Incroyable. Donc voilà, il s'agit de la fin de cette vidéo concernant mes romans historiques préférés et ceux que je recommande le plus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations dans le même style, parce que comme je suis une grande fan de romans historiques, j'avoue que je suis très preneuse de vos recommandations. N'hésitez pas à me dire non plus si vous en avez lu certains ou si certains de ces titres vous tentent. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!